écho à fond là. Il faut que quelqu'un que tout le monde coupe ses micros, s'il vous plaît. Donc, ok, eh ben j'attaque. Alors, bonjour, bienvenue à tous. Je me présente juste en quelques mots. Je m'appelle Mathias Rétoré, je suis quatrième dan d'Aïkido, je suis médecin en soins intensifs au CHU de Tours et je suis le médecin de ligue et le médecin fédéral et je vais vous faire un petit topo sur les situations d'urgence que vous pouvez rencontrer dans le cadre de notre pratique d'Aïkido. Alors seulement si je peux pas passer, pourquoi je ne peux pas changer de diapo? Ah ça y est, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que je peux avoir juste un retour pour confirmer qu'on m'entend bien? Moi, Oui, j'entends, c'est c'est bon. très bien. Ok, parfait, merci. Donc, juste un petit rappel, un petit point sur la pyramide des âges et nos pratiquants l'aïkido. Vous voyez que c'est assez clair sur ce diagramme qui date de la saison 2022-2023. On a dans nos pratiquants, on a un gros pic chez les enfants, on va dire jeunes ados, vous voyez, en gros entre 16 et 15-16 ans. Et puis ensuite, ça s'effondre pour les 18-20 ans, qui étaient quand même très peu sur cette saison-là. Et puis on a un pic sur à peu près les cinquantenaires, qui diminue progressivement ensuite. Donc vous voyez qu'on a finalement une population de jeunes pleins de vie et en forme, et on a une population de cinquantenaires avec des problèmes qui sont des problèmes de santé qui vont être liés forcément, fatalement à l'âge. Donc l'aïkido, vous le savez tous, c'est une activité qui est sollicitante et on a une pratique qui est quand même généralement relativement fatigante et on est tous tout rouge régulièrement et tous en sueur. Quand on pratique de manière assez intensive, eh bien, il y a pas mal de choses qui se passent au niveau de son organisme. D'abord, on est tachycarde, c'est-à-dire que le cœur s'accélère, c'est une évidence, tout le monde le sait, afin d'augmenter le débit sanguin et notamment d'augmenter l'apport en oxygène dans les muscles et organes sollicités. On a une élévation de la pression artérielle avec des chiffres qui peuvent atteindre 17-18 de tension. Ça, c'est normal. Dès l'échauffement, on a une dilatation des petits capillaires musculaires des artérioles qui augmente les apports en oxygène, en nutriments, en glucides et en tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien. Donc cette dilatation est un peu généralisée, notamment musculaire. Et puis, entre guillemets, en échange, certains territoires se vasoconstrictent, c'est-à-dire qu'il y a une constriction au contraire des artérioles et des capillaires, notamment au niveau intestin et rénal. Ce qui nous fait dire qu'il est important de s'hydrater puisque les reins déjà ont une vasoconstriction et sont moins vascularisés pendant l'effort intense. Donc il ne s'agit pas en plus d'être en déficit hydrique. Les artérioles de la peau se dilatent, c'est pour ça qu'on est tout rouge. Vous avez quelques photos en haut de notre écran. Merci à gauche à Florence et à droite à Mathieu pour s'être prêté au jeu de la photo. Donc vous savez tous, hein, quand on pratique fort sur le tatami, eh ben, on est rapidement tout rouge et tout en sueur. C'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est une dilatation de nos capillaires cutanés qui vont notamment servir à réguler la chaleur. Le débit sanguin dans le muscle cardiaque est multiplié par 4 et le débit sanguin artériel dans les bras et les jambes, quand on est en plein exercice, est multiplié par 32. Donc vous voyez que c'est une sollicitation qui est très importante. Et enfin, à l'échelon, on va dire, vraiment microscopique, la libération en oxygène par les globules rouges a une capacité qui augmente jusqu'à 60 fois plus quand on est en exercice physique comparé à un organisme au repos. Donc vous voyez que c'est quand même très sollicitant. Là, c'est un gros résumé, hein, mais l'organisme peut être mis à rude épreuve et forcément, quand on a des problèmes de santé, eh bien rapidement, l'organisme peut se trouver dépassé et on peut rentrer un petit peu dans les problèmes. Donc, quitte à risque, eh ben, tout pratiquant de plus de 50 ans, grosso modo, et vous voyez que sur la pyramide d'âge, c'est quand même pas mal. Si on a une pathologie cardiaque préexistante,
le cœur étant mis à rude épreuve, eh bien, on peut avoir un problème cardiaque, notamment l'infarctus par exemple. Tous les facteurs de risque cardiovasculaire, hypertension, diabète, surpoids, donc surpoids, l'IMC, hein, l'indice de masse corporelle, tout le monde peut le calculer, hein, c'est une petite formule très simple qui est le poids divisé par la taille au carré. Donc, on est en surpoids si on a un IMC à plus de 25 et on est en obésité si on a un IMC à plus de 30. Évidemment, la consommation de tabac augmente largement les risques, avec notamment l'athérosclérose, qui est l'effet un petit peu de boucher ces artères, et puis les problèmes d'insuffisance respiratoire. L'alcool également, la consommation d'alcool régulière expose à des risques de santé. D'abord, l'alcool, ça déshydrate, notamment, c'est une très mauvaise idée avant de pratiquer. Après la pratique, c'est pas non plus génial parce que ça augmente à la longue les risques de blessures. Et puis, il y a les prises de poids, etc., qui sont liées à l'alcool. Et puis, plus généralement, les pratiquants en risque, ce sont tous les pratiquants qui reprennent une activité. Donc, grosso modo, tous les pratiquants qui sont pas en mauvaise santé, hein, mais qui ont pas pratiqué depuis longtemps et qui, tout d'un coup, vont s'y remettre. Donc, tous ces tableaux-là, tous ces antécédents nous exposent à nous blesser ou à avoir des problèmes sur le tatami. Et vous voyez que finalement, on est quand même nombreux à cocher au moins une de ces cases. Donc, quel type de risque on peut rencontrer sur le tatami? Eh ben, d'abord, les risques médicaux qui peuvent être graves, donc l'arrêt cardiaque, qui est le truc le plus classique et le plus redouté, mais l'infarctus du myocarde, on peut avoir une embolie pulmonaire, on peut faire un AVC, on peut avoir beaucoup de problèmes sur un tatami, ou dans tous les sports d'ailleurs, hein, tous les sports un petit peu, qui poussent un petit peu. Et puis, il y a les risques qui sont des cas qui sont moins graves, comme l'hypoglycémie par exemple, ou le malaise vagal tout simplement. Et puis, on a un risque qui peut être traumatique avec les traumatismes du rachis, les traumatismes crâniens et les traumatismes articulaires. Donc, tout d'abord, l'arrêt cardiaque, qui est le truc le plus redouté par tout le monde. Tout d'abord, et vous verrez une petite vidéo après, d'une entité qui n'est pas bien connue, y compris les médecins, qui s'appelle le Commotion cordis. Le Commotion cordis, c'est grosso modo un impact dans l'air cardiaque, donc en gros au niveau du sein gauche, on va dire, sur un temps très précis de la repolarisation des ventricules. Donc, sur le temps court d'un battement cardiaque, hein, il y a pas mal de choses qui se passent sur un battement, mais ça dure, on va dire, à peu près une seconde. Euh, S'il y a un moment très précis à la fin de cette phase, chez les patients qui sont prédisposés, vous avez un impact dans l'air cardiaque, vous pouvez faire un arrêt cardiaque. Le premier cas qui a été décrit, qui a été bien vu, c'était sur une compétition de tennis où c'est un juge de ligne qui a pris une balle de tennis un- sur un service assez puissant et qui s'est écroulé. Donc c'est fréquent, enfin c'est fréquent. Ça survient dans le sport dans 50% des cas, et sinon c'est traumatique, notamment sur un accident de la route avec un choc au niveau de l'air cardiaque. Donc ça c'est une entité un petit peu à part, mais vous voyez que nous, notamment sur un athémie porté au niveau de l'air cardiaque, eh ben c'est pas impossible. C'est heureusement pas fréquent, mais c'est pas impossible. Après, pour l'arrêt cardio-respiratoire, les deux entités qui se partagent tous les arrêts cardiaques, c'est d'abord l'arrêt cardiaque sur, comme on dit, sur asystolie, c'est-à-dire que le cœur n'a plus d'activité, c'est-à-dire que le cœur s'arrête. Donc là, il va falloir simplement masser en attendant les secours. Et puis il y a les arrêts cardiaques qui sont un peu moins fréquents sur les troubles du rythme, par exemple la fibrillation ventriculaire. C'est-à-dire que le patient, l'aïkidoka, il va tomber et le cœur, en fait, il fibrille, c'est-à-dire qu'il tremble. Et c'est chez ces patients-là, il faut masser, mais il va aussi falloir choquer. Mais il faut au moins masser. L'arrêt cardiaque, c'est presque 1000 morts dans le cadre du sport, c'est presque 1000 morts par an. Donc c'est quand même pas rare. On a d'un côté les arrêts cardiaques chez les patients qui ont des problèmes de cœur, en gros les patients coronariens qui ont des problèmes de coronaire. Et puis on a aussi des arrêts cardiaques chez les sujets jeunes, hein. Moi j'habite à Tours et on a une course tous les ans qui s'appelle les 20 km de Tours et puis on a aussi un marathon. Et il y a à peu près un mort tous les 2 ans
en général, quand même chez des sportifs. 93%, ça c'est une étude, 93% des cas, dans 93% 93% des cas, pardon, l'arrêt cardiaque se déroule devant témoin. Et un- juste un tiers bénéficie d'une réanimation immédiate. Donc vous voyez qu'il y a quand même deux tiers des arrêts cardiaques devant témoin qui ne bénéficient pas immédiatement d'un massage cardiaque. Et puis l'arrêt cardiaque, c'est 5% de survie en extra-hospitalier. Parce que ou bien les gens ne sont pas massés, ou bien les gens sont massés, mais la pathologie en elle-même fait que de toute façon le cœur ne repartira pas. Un exemple typique, c'est l'embolie pulmonaire massive, va avoir comme conséquence un arrêt cardiaque. Et malheureusement, malgré un massage cardiaque, même immédiat, ces patients-là généralement ne récupèrent pas. Donc ça, vous allez voir une vidéo, quelques vidéos. L'arrêt cardiaque, en général, ne prévient pas. Et vous allez voir quelques images de sportifs voilà, qui s'écroulent. La première vidéo, c'est un commusso cordis, donc c'est l'impact dans l'air cardiaque. Et vous allez voir, c'est le monsieur qui est en noir au milieu, il y a un type qui reçoit avec son gant là, au baseball, qui doit rater la balle, avec la balle qui a dû le taper pile dans l'air cardiaque, et vous allez voir un peu les conséquences. Donc vous voyez un petit peu que c'est quelque chose d'extrêmement subi. Là, on va en voir d'autres images. Je vous demanderai aussi de regarder un petit peu la réaction des gens autour, parce que tout se joue dans la reconnaissance de l'arrêt cardiaque. C'est-à-dire qu'il va falloir réagir extrêmement vite et tout de suite. Et vous allez voir notamment à la fin de cette petite séquence qui va suivre une vidéo d'un arrêt cardiaque d'une jeune fille, d'une jeune femme en train de jouer au volleyball. Et vous allez voir que la vidéo, elle dure un peu quand même et que ça s'agite beaucoup, ça crie beaucoup, mais personne ne masse. Donc vous avez vu un petit peu comment ça se passe. Ben, c'est évidemment soudain, hein. C'est que personne ne s'y attend. Et puis tout d'un coup, le type à côté de vous, il s'écroule, net. Donc, toute la difficulté et tout l'enjeu, c'est de reconnaître l'arrêt cardiaque et d'agir tout de suite. Donc, un arrêt cardiaque, c'est assez simple, hein. C'est une perte de connaissance brutale avec un patient, enfin avec un malade qui ne répond plus aux sollicitations. Donc, vous pouvez le pincer, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui faire mal
vous n'avez aucune réaction, et puis il ne respire plus. Donc si la personne tombe par terre, ne réagit plus, ne respire plus, elle est en arrêt cardiaque et vous massez. Donc cette reconnaissance et ce massage cardiaque, il doit se réaliser dans les... Vous avez 20 secondes, 15 secondes. Il faut commencer l'arrêt cardiaque tout de suite. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Il ne faut pas tourner autour, crier comme c'est normal hein, quand on ne connaît pas, etc. On crie, appeler les secours, il faut le défibrillateur, on met des claques, on retourne, on ouvre la bouche, on appelle... Non, mais il respire pas, il ne réagit pas, il est en arrêt cardiaque et il faut masser sans attendre. Masser, on a 4 minutes pour masser. C'est-à-dire que passé 4 minutes, il y a une telle hypoxie, c'est-à-dire qu'il y a un tel manque d'oxygène dans le sang que de toute façon, il va y avoir des lésions cérébrales qui sont irréversibles. Donc si on veut sauver quelqu'un, on a 4 minutes pour le faire. Et ça, c'est une étude qui a été faite sur l'animal. Un massage cardiaque efficace maintient pendant presque 6 minutes une bonne saturation en oxygène. Donc il faut masser tout de suite et sans attendre. Donc on va identifier l'arrêt cardiaque. On va, alors, j'ai envie de dire qu'heureusement, quand on est sur le tapis, on est quand même nombreux. Donc l'arrêt cardiaque survient, bam, on masse. Il y en a un qui prend son téléphone, qui va téléphoner au 15, au 18, au 112. Ça va arriver sur la même plateforme. Et on ne s'arrête pas de masser. On ne fait pas de bouche à bouche, on ne s'arrête pas de masser. Et puis il y en a un autre qui va aller chercher le défibrillateur qui est quelque part dans le gymnase. Le défibrillateur, il est amené, c'est extrêmement simple à utiliser. On branche, on colle les électrodes. Donc on ouvre le kimono, on colle les électrodes, on allume le défibrillateur et ensuite on se laisse guider par le défibrillateur qui va nous dire quoi faire. Masser, arrêter de masser, mesure en cours, reprenez le massage. Euh, et choquer si le défibrillateur vous demande de choquer. Mais il faut vraiment tout de suite masser pendant qu'à côté on appelle les secours, pendant qu'un autre va chercher le défibrillateur dans le gymnase. Deux schémas plutôt bien faits, mais il y a eu une petite formation premier secours là, dans la ligue en en début de mois. Ça, c'est la bonne position à avoir par rapport à la victime. C'est-à-dire que c'est on va dire la base de la main qui est appuyée sur le sternum, à peu près à mi-hauteur du sternum, avec les bras qui sont parfaitement verticaux, et c'est tout le corps qui va masser à un rythme de 100 par minute. En bas à gauche, j'ai mis la magnifique coiffure des Bee Gees pour Staying Alive. C'est pas parce que je suis particulièrement fan des Bee Gees, mais Staying Alive, et ça c'est bien connu de tous les gens qui font des premiers secours à travers le monde. Staying Alive, le refrain de Staying Alive, c'est un rythme de 100 par minute. Donc si vous chantonnez dans votre tête, ça fait quand même meilleur genre dans votre tête si vous chantonnez Staying Alive. Vous allez masser à 100 par minute, qui est le rythme entre 100 et 120 à peu près, qui est le rythme qu'il faut avoir pour récupérer une activité cardiaque. Et puis, il faut changer régulièrement de masseur. En gros, on dit toutes les 2 minutes, parce que c'est une activité qui est épuisante. D'abord, il y a un stress majeur dans ces situations-là qui fatigue. Et puis, c'est vraiment fatigant. Donc, il ne faut pas jouer au héros. On change en gros toutes les 2 minutes parce qu'on peut aussi masser moins efficacement et ne pas s'en rendre compte. Donc, vous massez tout de suite à 100 par minute. La mise en place du défibrillateur, vous voyez les petits dessins. Un défibrillateur en haut à droite, en gros sous la clavicule, l'autre à gauche sous le sein gauche. Et puis ensuite, vous allumez le défibrillateur et vous vous laissez guider. Et c'est fait pour être utilisé par des gens qui n'en ont jamais vu avant. Donc c'est simple. Très rapidement par rapport au défibrillateur, la loi dit que tout le monde peut utiliser un DAE. Quelqu'un a son micro branché en garde, je sais pas où. Vous pouvez le débrancher. Merci. Et Henri, coupe ton micro.
déjà restons personnels, de rester avec un agréable voyage. Et nous souhaitons une bonne soirée prochaine. Voilà. Et désolé de notre terminus. Ensuite, un défibrillateur, il doit entre guillemets s'entretenir. Donc il y a une obligation de maintenance du défibrillateur. Il y a des contrôles euh, périodiques à faire, avec notamment un carnet de vie, avec dedans plein de renseignements, qui a vérifié le défibrillateur, à quel moment, est-ce que les électrodes ne sont pas périmées, est-ce que la batterie est bonne, etc. Il y a un témoin d'autotest qui est un petit voyant généralement vert qui clignote et qui indique que le défibrillateur fonctionne correctement et est en marche. Pour pour l'anecdote, au mois d'octobre, j'étais à Brasse et le défibrillateur de Brasse ne marchait pas puisqu'il y avait plus de voyants verts. Donc ça l'a foutu un petit peu mal. J'ai signalé ça. J'espère que ça a été depuis revu. Donc normalement, un défibrillateur qui est dans sa boîte, que vous voyez derrière sa vitre, il doit avoir un petit voyant vert qui clignote régulièrement et qui indique qu'il est en fonctionnement. Les électrodes et la batterie également doivent être en bon état de marche et les électrodes ne doivent pas être périmées. On doit également signaler où est le défibrillateur dans la structure. Et vous devez normalement avoir dans vos structures, à l'entrée, dans les couloirs à gauche, à droite, des petites étiquettes vertes indiquant où il est, parce que on a un arrêt cardiaque dans un grand gymnase, eh bien, rien n'est pire que de chercher partout. Et donc, normalement, où que l'on regarde, on devrait pouvoir voir des indicateurs nous dirigeant vers le défibrillateur. Euh, donc, euh, tous les exploitants de défibrillateurs ont l'obligation de déclarer les données d'implantation et d'accessibilité de leur DAE, et notamment sur cette application-là, GeoDAE. Normalement, vous avez la localisation de tous les défibrillateurs qui sont déclarés. Enfin, pour en revenir à l'aïkido, quand vous organisez un stage ou si vous êtes vous-même l'animateur principal du stage, eh ben, c'est quand même pas mal d'avoir jeté un coup d'œil avant pour savoir où est le défibrillateur. Parce que quand ça vous arrive, et si vous ne le trouvez pas, eh ben, c'est un stress majeur et c'est une perte de chance pour le malade. Le massage cardiaque, eh ben, ça s'apprend. C'est pas compliqué. Mais ça s'apprend et ça s'entretient, parce qu'après on oublie. Juste quelques tarifs ici, la Croix-Rouge, par exemple, eh ben, c'est 20 euros pour 3 heures des gestes qui sauvent. C'est 65 euros pour 8 heures avec une formation au premier secours un peu plus large. Et puis la simple urgence cardiaque, là, alerté, massé, défibrillé, c'est 1 heure. Donc vous voyez des formations qui existent qui ne sont pas forcément très chères. Et puis pour faire un peu de pub pour notre fédération, lors du stage santé de notre fédé, on fait toujours un atelier massage cardiaque à chaque stage. Information de plus, la Ligue Centre vient d'acheter des mannequins comme ceux que vous voyez sur la photo. Et donc maintenant, en Ligue Centre, on va avoir au moins une fois par an un atelier massage cardiaque à l'occasion d'un stage de Ligue. Et s'il y en a déjà eu un en début janvier. Et au passage, merci Didier d'avoir assuré. En fait, on va tâcher de le faire à chaque Yudansha. OK. Euh, je vous propose pour les questions, on verra ça après le topo, mais vous pouvez les noter si vous avez des questions par rapport à l'arrêt cardiaque. Ensuite, quelques autres problèmes graves que vous pouvez rencontrer sur le tatami, surtout chez des sujets qui vieillissent. On a l'accident vasculaire cérébral. Donc, très simplement, il y a deux types d'AVC. Il y a ou bien ce qu'on appelle l'AVC ischémique, qui est un vaisseau du cerveau qui se bouche, ou bien on va avoir l'AVC hémorragique avec, comme son nom l'indique, une hémorragie intracrânienne. Donc vous avez en bas à droite une image d'AVC avec cette flaque blanche qui est du sang, et puis c'est un peu plus noir autour, c'est de l'œdème. Et puis sur l'AVC ischémique de gauche, là, vous voyez qu'il y a un trou là dans l'hémisphère droit. Alors l'hémisphère droit, c'est à gauche et vice-versa hein, sur les scanners. Vous voyez qu'il y a une sorte de trou là, un petit peu en forme
un peu en forme de croix, qui est une lacune très importante avec un vaisseau qui s'est bouché. L'AVC ischémique, on en parle juste après, les symptômes. Généralement, il n'y a pas de douleur. Il y a des symptômes d'AVC, mais il n'y a pas de douleur. L'AVC hémorragique, ça fait très mal à la tête parce que la pression augmente assez brutalement, dans la pression intracrânienne, dans une boîte crânienne qui, elle, ne peut pas s'étendre, hein, puisque c'est une boîte qui est complètement fermée, qui est soudée. Donc, généralement, il y a des maux de tête qui sont assez violents, avec rapidement des vomissements et puis les troubles de la conscience qui surviennent généralement dans les secondes ou minutes qui suivent les maux de tête. Donc, si vous avez quelqu'un qui, à l'occasion d'une pratique un peu intensive ou pas forcément d'ailleurs, se plaint tout d'un coup de maux de tête extrêmement brutaux, d'intensité rapidement progressive en quelques secondes, et puis qui s'écroule et avec des troubles de la conscience, bah, le diagnostic il est quasiment fait. C'est très probablement un AVC hémorragique et c'est une urgence vitale absolue, avec malheureusement un pronostic qui est généralement plutôt réservé, hein, et plutôt sombre. L'accident vasculaire cérébral ischémique, quant à lui, eh ben, on n'a pas généralement de problème de céphalée. Par contre, on a les symptômes que vous connaissez, qui sont d'abord des symptômes de paralysie, hein. Il y a un bras qui marche moins bien, il y a une jambe qui marche moins bien, il y a des fourmis dans la main, par exemple. Ça, c'est un truc assez classique. Puis avoir des difficultés tout d'un coup à s'exprimer, à trouver ses mots, à, à sortir un mot pour un autre, à être confus. Ça, c'est extrêmement évocateur. Et puis la paralysie faciale, qui est aussi un signe d'AVC. Là, il faut immédiatement, évidemment, appeler les secours. Et il faut faire vite parce que maintenant, on peut, dans en tout cas les régions qui sont équipées, nous on a ça à Tours en tout cas, mais de plus en plus de centres sont maintenant équipés, on a une alerte thrombolyse, comme on dit, c'est-à-dire qu'on amène directement les patients en neurologie, on fait une IRM généralement tout de suite, et on peut faire différents gestes, dont la thrombolyse, qui est une injection d'un anticoagulant très puissant qui va dissoudre le caillot. Et on peut complètement récupérer d'un AVC en quelques heures grâce à ça, mais on a un délai de 4 heures. Passé 4 heures, on ne peut plus faire ce geste. Vous voyez encore à gauche, là, sur l'image de scanner, un AVC massif, quasiment tout l'hémisphère droit. Bon, là, c'est un tableau très grave. Ça, c'est une petite aparté vraiment très aïkido. Alors à droite, c'est pas, c'est un peu ragoûtant, hein. À droite, c'est une plaque d'athérome d'une carotide. Il faut imaginer que la partie droite qu'on voit ici, c'est l'arrivée de la carotide qui monte au niveau du cou, là, la carotide commune. Et puis ça va se séparer en une partie qu'on voit en bas, qui est la carotide externe, et en haut, qui est la carotide interne. Ça, c'est ce que le chirurgien vasculaire a retiré de la carotide de patients qui sont régulièrement opérés de la carotide parce que on a les carotides bouchées et quand c'est trop bouché, vous voyez là que ça passe quasiment plus là sur la partie basse de la pièce opératoire. Et quand c'est presque bouché, avant que les gens fassent justement un AVC, on retire cette carotide. Cette plaque. Donc ça, c'est une plaque opératoire d'un patient qui normalement va bien, hein. Mais vous voyez comment c'est foutu une plaque d'athérome. Et c'est ce qu'on a, quand on se dit qu'on se beurre les artères, bah, c'est un petit peu ça. Et ça se retire comme un moule de plâtre, hein, vraiment. Mais ces petites plaques, parfois, il y en a d'autres, hein, qui sont plus hauts, plus basses, qui peuvent être des petites plaques. Et le risque à serrer un peu fort le cou, notamment les carotides, c'est décrocher une plaque. Et quand on décroche une plaque, on peut provoquer un AVC. Et il y a eu le cas, il y a 2, 3 ans, j'en ai parlé avec Jean-Pierre Pigeot, qui m'a dit que dans son club, sur un Kubishime un peu viril, une de ses pratiquantes a fait dans la foulée un AVC. Donc c'est pas une vue de l'esprit. Et donc moi je vous conseillerais pour les Kubishime, on pratique toujours, hein, mais de donner la consigne, notamment chez les pratiquants, je crois plus de 50 ans, donc il y en a quand même beaucoup, de pas jouer entre guillemets et de pas aller stranguler avec un Kubishime un peu viril, parce que le risque il n'est pas majeur, mais il est existant quand même. Mais il y a déjà eu, je vous le dis, au moins un cas qui m'a été signalé d'AVC secondairement à un décrochage de plaque d'athérome au niveau des carotides.
Donc, j'ai parlé de l'arrêt cardiaque, j'ai parlé de l'AVC qu'il faut reconnaître et emmener à l'hôpital le plus vite possible après avoir appelé le 112, le 15 ou le 18. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'essoufflement. Alors, on est tous essoufflés quand on pratique, ça, c'est une évidence. Mais quand on s'arrête, eh ben, l'essoufflement, rapidement, il diminue, et puis ça va mieux, puis après on continue. Donc ça, c'est notre quotidien. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est quand le patient, le pratiquant, il ne récupère pas, ou il met longtemps à récupérer. En tout cas, il dit que c'est pas comme d'habitude, parce que parfois les gens ont du mal à récupérer, parce que c'est comme ça, ils sont habitués, ils sont un peu en surpoids, etc. Mais quand vous voyez que votre pratiquant, vous connaissez bien, il vous dit, putain, je sais pas ce que j'ai, mais j'arrive pas à récupérer, je suis pas très bien, ça doit vous alerter. Parce qu'il peut faire plusieurs choses. Il peut faire une embolie pulmonaire. Il peut aussi faire un œdème pulmonaire chez un sujet qui est cardiaque. Donc, quand vous voyez que euh, votre pratiquant est anormalement essoufflé, si ça vous alerte, si vous vous dites, oh, c'est quand même bizarre, et que le pratiquant dit, ah ouais, je suis quand même pas bien, il faut pas se dire, allez, va te reposer, puis on verra ça plus tard, il faut appeler. Encore une fois, le 15, le 18 et le 112, c'est aussi des centres d'avis téléphoniques. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, il faut mieux appeler pour rien, avoir un régulateur qui vous rassure, qui prenne le pouls, etc., quitte à ce qu'il vous envoie les pompiers ou une ambulance pour faire un simple bilan et que ça aille bien. Il faut mieux téléphoner pour rien que se dire, oh, je pense que c'est rien, on va voir plus tard. Parce que ça peut être quand même très grave. Et puis, il y a l'essoufflement qui ne récupère pas, mais qui est moins grave, comme l'asthmatique ou la bronchite chronique du tabagique ou de l'ancien tabagique. Mais en général, ces pratiquants-là, ils se connaissent et ils savent que, bah oui, avec leur bronchite chronique, ils mettent un peu plus de temps que l'autre à récupérer. Donc, il n'y a pas d'inquiétude dans le regard du pratiquant, il n'y a pas d'anxiété et il y a une situation habituelle pour lui qui se connaît. Et donc là, il y a pas trop à avoir peur. Mais l'essoufflement qui est inhabituel, qui vous inquiète et qui n'est pas normal pour le pratiquant qui se connaît, qui n'a vraiment pas de problème de santé, ça, il faut mettre le pratiquant au repos à côté et appeler les secours pour avoir un avis téléphonique et savoir quoi faire. La douleur thoracique, ça c'est un motif d'appel quotidien, presque par dizaines dans les centres de régulation, euh, comme celui de Tours par exemple. Ça peut être pas grave du tout, ça peut être beaucoup de choses et ça peut être grave. Donc forcément, on pense toujours à l'infarctus du myocarde, hein. L'infarctus du myocarde, c'est une coronaire ou des coronaires qui sont bouchés par de l'athérome, comme on a vu tout à l'heure, hein, qui est tout jaune là. Et puis à un moment, ça passe plus. Donc comme ça passe plus, le muscle cardiaque qui est normalement vascularisé derrière par cette coronaire, mais il se trouve en ischémie, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a plus de sang, et donc eh ben, il souffre vraiment, puisque les patients ont une douleur constrictive, c'est-à-dire qu'ils ont la main sur la poitrine et ils disent généralement que ça serre. Alors, ils disent que ça serre, ils disent que ça peut faire comme une pointe d'aiguille, ils disent que ça peut, souvent ils parlent de poids sur la poitrine, ça leur appuie sur la poitrine, c'est ce qu'ils ressentent. Ils sont généralement plutôt pâles. Ils ont régulièrement des sueurs, mais j'ai envie de dire que des sueurs, nous, sur le tatami, on en a parce qu'on se bouge aussi, donc ça, c'est moyennement informatif. Mais l'infarctus dans son canapé chez lui, quand il est pâle et dégouline de sueur, pour nous, quand on arrive en SAMU là-dessus, on se dit, ouf, ça sent l'infarctus. Et puis, il y a la classique irradiation au bras gauche, ça peut être uniquement l'avant-bras, uniquement la main gauche. Et puis, ça peut être aussi la mâchoire, ça peut également être le cou. Mais attention, il y a comme toujours des gens qui sortent un petit peu du lot. Il peut y avoir un malaise sans douleur thoracique, notamment chez le diabétique, qui peut faire des infarctus sans douleur. Donc il va faire un malaise, il va pas être bien, il va être pâle, il y aura quelques sueurs. Ça, chez un diabétique, c'est alerte, parce que ça peut être un infarctus qui ne sonne pas. Et puis il y a aussi parfois des infarctus, notamment du territoire inférieur du cœur, qui peuvent avoir comme seul symptôme une douleur au niveau du creux de l'estomac, une douleur épigastrique. Une douleur épigastrique qui persiste, qui ne passe pas avec un malaise, une pâleur et des sueurs, ça doit évoquer un infarctus du territoire inférieur.
Après, on peut avoir les douleurs thoraciques autres, hein, l'embolie pulmonaire, ça c'est classique, hein, enfin c'est classique, c'est pas classique, mais c'est quand même pas si rare que ça, hein. C'est un caillot de sang qui va aller boucher une des artères pulmonaires et il va y avoir un essoufflement et une douleur, genre point de côté au niveau du thorax. On a le pneumothorax, hein. Le pneumothorax, peut-être que parmi vous, certains en ont déjà eu. C'est en général pas très grave, mais ça peut l'être si c'est trop important. Nos deux poumons sont entourés de plèvres. Les plèvres, chaque plèvre est un petit peu comme une tête d'oreiller fermée, hein, vide. Cette tête d'oreiller, entre les deux feuillets de la tête d'oreiller, donc de la plèvre, il y a du vide. C'est ce qui fait que nos poumons peuvent euh, prendre du volume et libérer du volume pour respirer. Inspiration, expiration, c'est normal. Le pneumothorax, c'est de l'air qui rentre dans cette plèvre. Et donc, comme il y a de l'air qui rentre dans cette plèvre, eh ben, la cage thoracique, elle bouge, mais le poumon, derrière, il ne suit plus la cage thoracique et il se rabougrit un petit peu. Et généralement, ça fait mal quand même. Ça fait mal et les gens sont essoufflés. Ça survient principalement chez les gens qui ont un peu d'emphysème pulmonaire, c'est-à-dire des bulles, enfin des disparitions de parenchyme pulmonaire, comme des trous dans les poumons, et parfois ces bulles de vide pètent et font rentrer de l'air au niveau de la plaie. Et puis après, il y a d'autres cas de douleurs thoraciques, il y a beaucoup de choses. Il y a les dissections de l'aorte qui sont une pathologie extrêmement grave au niveau de l'aorte, qui est ce gros vaisseau qui part du cœur. Il y a aussi des hernies discales thoraciques. Il y a pas mal de causes. Mais la douleur thoracique, vous devez absolument penser en premier, et ça, vous faites déjà, à l'infarctus du myocarde. Et puis, si le pratiquant est essoufflé, eh ben, il y a d'autres causes. Mais là, de toute façon, il ne faut pas jouer, il faut téléphoner au 15 et puis dire, voilà, je suis dans mon dojo, mon collègue, il a 55 ans, il vient d'avoir une douleur thoracique, il y a à peu près 4-5 minutes, ça lui sert, il est quand même pas bien, on l'a assis par terre, qu'est-ce qu'on fait? Et là, vous vous laissez guider parce que les centres de régulation, 18, 15, 112, ils sont habitués à ça, ils ont des abacs, ils ont une liste de questions, enfin, c'est extrêmement, comme vous pouvez l'imaginer, réglé et il y a beaucoup de procédures et vous vous laissez faire et après, vous restez à côté, ça va le faire. Et puis il y a les douleurs thoraciques après un traumatisme, notamment après une chute, par exemple, hein. Une chute, un cochinaguet un peu violent ou une chute plaquée qui a un peu merdé, avec une réception sur le traumatisme, bah, c'est à l'évidence, ça peut être une fracture de côte ou une fracture du sternum. Ça, c'est pas très grave. Quand ça n'est qu'une fracture de côte, par exemple, c'est douloureux, vous en avez pour 3 semaines, mais c'est pas grave. Douleur abdominale, maintenant, ça peut survenir. Bah, le plus souvent, c'est bénin, une douleur abdominale, on en a tous eu, on en aura tous. Ça peut pas être très grave comme une gastrite ou une gastro. Bon, ça, on ne pourra pas passer la soirée dessus, forcément. La colite néphrétique, pour ceux qui ont eu le plaisir d'en avoir eu au moins une dans leur vie, c'est une douleur insupportable. Et généralement, c'est une douleur qui survient. Alors, ça peut survenir dans nos pratiques, notamment dans les stages un peu intensifs, parce que quand on est un petit peu déshydraté, chez les gens qui sont un petit peu exposés à ça, le fait d'être déshydraté peut augmenter le risque de colite néphrétique. La colite néphrétique, c'est un petit caillou qui se forme dans le rein et puis qui va descendre dans l'urtère, hein, l'urtère, c'est donc le tuyau qui part du rein, qui va jusqu'à la vessie. Et cette urtère, plus elle descend, plus elle est fine. Et donc, si le caillou est trop gros, et ben, à un moment, poc, il va se bloquer. Et il se bloque et il empêche l'urine de descendre. Et ça fait un mal de chien. Généralement, c'est une douleur donc, qui survient tout d'un coup, qui est au niveau d'une fosse lombaire, hein, derrière, au niveau des reins, là. Donc, c'est ou à gauche ou à droite. Ça peut irradier au niveau des organes génitaux également. Ça fait un mal de chien. C'est pas grave, mais c'est extrêmement douloureux. Et puis, il y a des causes de douleurs abdominales graves, notamment la rupture d'anévrisme de l'aorte. Là, pour information, je vous ai mis un petit schéma en bas. Vous voyez l'aorte abdominale, enfin, l'aorte abdominale, là, normale, là, que vous voyez ici, avec tous les vaisseaux qui partent pour le tube digestif. Et puis, un anévrisme, ben, c'est qu'à un endroit, l'aorte, eh ben, elle s'élargit. Ça survient principalement chez l'homme, vieillissant, enfin vieillissant, c'est plus de 50, 60 ans, notamment chez l'hypertendu. C'est quelque chose qui fait pas mal, c'est-à-dire qu'on peut tous avoir, si on est mal suivi ou pas suivi, on peut avoir un anévrisme qui va gentiment grossir.
Et puis jusqu'au jour où il commence à se fissurer. Alors, où il se fissure simplement et ça fait très mal, et si on prend un temps, on peut faire quelque chose, où il se rompt, et là, malheureusement, les carottes sont cuites. Donc, il faut se dire que si quelqu'un pratique Aikido et que tout d'un coup, brutalement, il a très mal au bide, là, c'est alerte rouge et c'est allô le 15. Parce que ça peut très bien être un anévrisme en train de se rompre. Donc, je vous ai mis sur la petite diapo là que ce qui est important, c'est la brutalité et l'intensité des douleurs. C'est-à-dire que si il a très très mal, mais qu'un quart d'heure après, il commence à avoir beaucoup moins mal et que ça va quand même mieux, bon, on est plutôt content. Mais ça peut être simplement que l'anévrisme, il s'est fissuré, il arrête de se fissurer. Donc là, tout d'un coup, on a moins mal. Sauf qu'après, il va finir de se fissurer et il va se rompre. Et c'est des débits qui sont énormes dans l'aorte, hein. Donc quand ça se rompt, c'est 2-3 litres de sang en quelques minutes dans le ventre du patient. Donc c'est le décès, quoi, hein. Donc une douleur abdominale très brutale, ça doit faire tilt. Le malaise, alors le malaise, il y a tout et n'importe quoi dans les malaises, hein. Tout le monde a déjà fait dans sa vie, tu penses, un malaise, quelle qu'en soit l'origine, et souvent, heureusement, pas grave. Donc, il y a le malaise vagal, qui est le truc classique, hein, qui est on voit une prise de sang, on ne supporte pas ça, on a les émotions un peu fortes, on a des choses, généralement, on le sent venir, le malaise vagal. On le sent venir, il y a des bourdonnements d'oreilles, il y a des pâleurs, sueurs, on a la vision qui se ferme. La tension baisse quand les patients, nous, sont scopés à l'hôpital, parfois on le voit chez les patients qui font le malaise vago, la tension baisse, le pouce ralentit, on peut avoir un pouls qui tombe à 30-40, et puis on peut avoir effectivement là-dessus une perte de connaissance. C'est pas grave, on allonge, on lève les jambes, et ça passe tout seul. L'hypotension orthostatique, bah, c'est un peu le classique, notamment chez les patients hypertendus et qui ont un traitement antihypertenseur, hein. On passe un petit moment en CESA à regarder l'enseignant pratiquer, enfin nous montrer un peu la technique. Et puis c'est bon, on y va, hop, tout le monde se lève, choisit un partenaire, et là, ça tourne un petit peu, il y a quelques petites étoiles. On peut aller jusqu'à la perte de connaissance, mais en général, les gens se connaissent un petit peu. Et puis quand on sent que ça tourne et que ça commence à tourner quand même très fort et à avoir le gros voile noir, ben, spontanément, on se rassoit et puis ça passe tout seul, tout de suite. Donc on a tous connu ça dans le canapé le dimanche. On va se lever un peu vite et ça va tourner un petit peu. Donc, ça, c'est évidemment pas très grave. L'hypoglycémie, c'est pas grave non plus. Ça survient chez le pratiquant diabétique qui se traite par insuline, et on en a sur nos tapis, et c'est très bien. Euh, il faut quand même connaître les symptômes, parce que parfois, le plus souvent, quand le diabétique, il se connaît et il sent quand ça vient. Il sent qu'il va faire une hypo. Donc, il va sortir, il va prendre du sucre, enfin, il est habitué à ça. Mais c'est pas toujours le cas. Et donc, c'est pas toujours les sueurs et le malaise. Ça peut être par exemple des troubles du comportement, notamment chez les jeunes. Si vous voyez qu'un jeune diabétique, tout d'un coup, il devient agressif, confus, il est énervé, on a envie de lui dire, mais calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Cette agressivité et ce trouble du comportement, ça peut être simplement une hypoglycémie. Donc dans ces cas-là, il faut simplement sucrer. Il n'y a pas de problème à sucrer un diabétique, même si ce n'est pas une hypoglycémie. C'est pas un problème. Si vous sucrez pour rien, vous dites, ah ouais, mais je sais pas, moi, je peux pas faire de dextro, je peux pas avoir sa glycémie, ça se trouve, il a une glycémie normale, je vais pas lui filer. Si, 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 on s'en fout, vous donnez du sucre. C'est pas grave si la glycémie, elle monte, ça se régule sans problème derrière. Il faut mieux resucrer pour rien un diabétique que ne pas sucrer une hypoglycémie. D'accord? Donc, ça survient pas si rarement que ça. Les diabétiques, sous insuline, généralement, ils se connaissent, ils savent qu'ils vont pratiquer, donc ils savent que avant de pratiquer, eh ben, généralement, ils diminuent leur dose d'insuline parce qu'ils savent que l'exercice physique va faire cramer du sucre. Et donc, ces patients-là, généralement, on n'a pas de problème. Nous, au club, on avait un petit jeune qui était chez nous, un adolescent, qui avait sa pompe à insuline, qu'il a enlevé juste avant, et il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. Mais les malaises, ça peut être aussi, on en revient, l'AVC, hémorragique, l'infarctus, l'hémorragie digestive et un million de trucs. Donc, quand ça sort du malaise un peu classique, le malaise vagal, ça va bien, la tension, l'hypoglycémie, le reste, le vrai malaise, vous téléphonez au 15. Il n'y a pas de problème. Si votre patient, votre pratiquant dit
Oh, j'ai fait un petit malaise, je me sens un peu bof, j'ai mal nulle part, mais j'ai fait un malaise, je vais m'asseoir dans un coin. Ça, c'est prudence. On a un œil dessus, il ne faut pas le laisser seul, hein. Il y a eu un cas euh, connu, un petit entre guillemets, dans notre petit monde de l'aïkido, je crois en plus que c'était un médecin qui se sentait pas bien, qui est allé aux toilettes et qu'on n'a pas vu revenir et qui était en arrêt cardiaque dans les toilettes. Et c'est quand même un petit peu dramatique. Donc, faut quand même, voilà, tous ces problèmes-là, faut garder les gens un petit peu à l'œil, hein. La crise d'épilepsie, ça peut survenir. On a aussi des patients et des patientes épileptiques. L'épilepsie, c'est pas grave. C'est toujours impressionnant. Il y a différents types de crises, mais la grande crise, comme on dit, tonico-clonique. Alors, généralement, les épileptiques, ils se connaissent aussi. Donc, ils sentent quand ça vient. Il y a souvent des signes avant-coureurs. Il y a plein de symptômes différents. Ils peuvent avoir des troubles de la vision, des troubles de la parole. Ils peuvent sentir plein de symptômes. Ça dépend des épileptiques. Et généralement, ils le sentent. Et donc, quand ils le sentent, ils prennent un traitement immédiatement qu'ils ont généralement avec eux. Et puis, ils s'arrêtent surtout de pratiquer. Mais la grande crise, c'est, là, ce que je vous décris, c'est le classique, c'est pas toujours très complet. Généralement, il il tombe sans se protéger, et c'est presque là le plus grave dans l'épilepsie, c'est le fait de tomber sans se protéger, parce que c'est là que les patients se blessent, c'est là qu'ils tombent sur un bord de trottoir ou qu'ils tombent dans l'escalier. Donc, ils crient, ils tombent, ils font leur crise d'épilepsie, qui peut être que partielle, qui peut être que le visage et un bras, par exemple, ou qui peut être les quatre membres. Ils se mordent la langue, classiquement, ils perdent leurs urines, et puis ensuite, ils ont une phase, donc ils sont extrêmement raides, et puis ensuite, il y a une phase où tout s'arrête d'un coup. Et c'est généralement là que les témoins pensent que le patient est en arrêt cardiaque. En fait, il n'est pas en arrêt cardiaque, il y a une phase de, on va dire, 5-10 secondes où on a l'impression qu'il est en arrêt cardiaque. On dit qu'il est en phase post-critique. Puis ensuite, il va commencer à respirer avec des grandes respirations lentes. Alors, j'avais une vidéo à vous montrer, mais je l'ai enlevée parce que c'est un de nos patients que j'avais filmé et comme j'ai pas son autorisation, c'était un peu délicat quand même. Donc, il y a une grande respiration lente, calme, et puis progressivement, il va revenir, il va retrouver sa conscience, mais progressivement. C'est des patients qui sont généralement un peu perdus, un peu paumés, ils se rappellent de rien, clairement, hein, les épileptiques, ils ne se rappellent jamais de leur crise. Et chez l'épileptique jeune, parfois les réveils, ils sont un peu agités. Il veut tout de suite, il veut se lever, il repousse tout le monde. Enfin voilà, il est un peu confus. Il faut rassurer, contrôler, rassurer. Et puis les gens, ils reviennent tout seuls à une conscience normale et ça se passe plutôt bien. Il faut savoir que l'épilepsie, tout le monde peut être touché par l'épilepsie. Tout le monde peut dans sa vie faire une voire deux crises d'épilepsie. C'est possible. On a, comme on dit, un seuil épileptogène, c'est-à-dire que les épileptiques ont un seuil épileptogène très bas, c'est-à-dire qu'ils crisent entre guillemets pour un rien, et donc ils leur font un traitement épileptique, antiépileptique. 98% des Français ont un seuil qui est très haut, c'est le cas de quasiment nous tous, là, c'est-à-dire qu'on ne fera jamais de crise dans notre vie, même dans les situations où on peut être exposé, le manque de sommeil, la prise d'alcool, la fatigue, tout ça. Et puis, il y a toujours un petit pourcentage, hein, c'est la courbe de Gauss, hein, il y a un petit pourcentage qui se traballe un petit peu entre un seuil épileptogène bas et haut. Et ces gens-là peuvent, dans leur vie, faire une crise. Voilà, ça peut arriver. Et c'est pas pour ça qu'on met un traitement antiépileptique. Vous pouvez un jour fatigué, un repas assez classique, hein, la fatigue depuis une semaine, vous n'avez pas beaucoup dormi, vous avez beaucoup bossé, vous faites un repas le week-end, vous buvez 2 verres de vin, pas forcément beaucoup plus, et là, bam, au restaurant, vous faites une crise d'épilepsie. C'est pas grave. C'est impressionnant pour tout le monde, mais c'est pas grave. Donc une crise d'épilepsie sur un tatami, c'est pas grave. Il faut se rassurer par rapport à ça. C'est impressionnant, c'est très anxiogène pour tout le monde, mais c'est pas grave. Les urgences traumatologiques, je vais passer vite là-dessus. C'est rarement grave. Les traumatismes du genou, d'épaule, de cheville, alors ça en aïkido, c'est pas ce qui manque. Les risques sont importants, on le sait. Le Koshinage qui atterrit sur le genou, enfin, on connaît tous ça quand même. Et ben c'est jamais grave. C'est jamais urgent. Ça peut être grave sur le plan fonctionnel, emmerdant, on le sait tous,
Mais il n'y a pas d'urgence. Donc, le blessé du genou, de l'épaule ou de la cheville, il va sur le bord du tatami. Et puis voilà. Si par contre c'est vraiment extrêmement douloureux et qu'à l'évidence il y a probablement une fracture et que le mec crie et pleure et il a très mal, bah oui, il faut appeler les secours. Mais il n'y a pas à avoir d'anxiété particulière par rapport à un arrêt cardiaque, par exemple, ou à une suspicion d'infarctus du myocarde. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Il faut faire ce qu'il faut, mais pas trop s'inquiéter. Un traumatisme du rachis, hein, la mauvaise chute avec le crack au niveau du cou, par exemple. Là, on ne touche plus à rien, on rassure le pratiquant, on appelle les pompiers, et les pompiers qui vont arriver, qui sont formés à ça, qui sont des professionnels, vont manipuler le pratiquant comme il faut et vont le mettre dans un matelas coquille, comme vous voyez sur la photo du bas, là, qui est un matelas là, qu'on ferme, qui est un truc tout plat, qu'on ferme sur le patient, on fait le vide d'air, et donc le patient est moulé dans ce matelas coquille. Donc, en traumatologie, il faut pas trop paniquer. La luxation d'épaule, deux petites radios. À gauche, c'est une épaule normale. À droite, c'est une épaule luxée. Vous voyez qu'elle est complètement sortie. Complètement sortie. Là, c'est l'omoplate que vous voyez ici, là. Bah, faut rien faire. Si vous avez un médecin qui sait réduire une épaule à chaud, c'est toujours possible. Moi, je l'ai fait au club avec un de nos gars qui, sur un Koshinage, au lieu de faire une chute en se cramponnant à Tori, il a mis la main au sol. Vous voyez un peu le truc. Et donc, ça a fait ploc. Et bah, je lui ai réduit sur place. C'était chaud, c'était parfait. Si c'est réduit sur place, tant mieux, parce qu'après, en fait, quand on arrive aux urgences, bah, c'est froid. Et régulièrement, on n'arrive plus trop à la réduire et il faut pousser au bloc simplement pour endormir le patient et la réduire pendant que le patient dort en fait complètement relâché. Donc c'est mieux de le faire à chaud. Dans tous les cas, de toute façon, il faut quand même aller aux urgences parce que vous pouvez avoir des petits arrachements osseux au niveau de la glène. La glène, c'est la surface qui reçoit la tête de l'humérus, là. Vous pouvez avoir un petit arrachement au niveau de la glène. Et ça, il faut quand même faire des radios et voir ça. Et généralement, quand on a une luxation d'épaule et que ça se passe bien, on a 3 semaines de coup de corps ou 2 semaines de coup de corps et ça se passe bien. Le traumatisme crânien, ben ça, on en a aussi sur le tatami. Notamment, on a le classique tête contre tête sur deux chutes arrière quand il y a du monde sur le tapis. Ça, c'est quand même très fréquent, on en a tous vu. On peut avoir une perte de connaissance très brève, on peut avoir un petit vomissement en arrière, on peut avoir quelques secondes où le pratiquant il est un peu sonné, puis il se rappelle plus trop ce qui s'est passé. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave du tout, et c'est presque normal quand elle se cogne un peu fort la tête. Par contre, si après des troubles apparaissent, des troubles du comportement, un trouble neurologique quelconque, type AVC, une main qui fourmille, un truc comme ça, ou si votre pratiquant est confus, il faut appeler la régulation du 15 ou du 18. Si ça a cogné fort et qu'il y a une douleur du rachis cervical, une douleur au niveau du cou, il faut laisser à plat dos, tenir la tête pour pas que le pratiquant veuille se lever, etc. Et il faut appeler le 15. Parce qu'il y a potentiellement une entorse du rachis cervical. Et il faut faire le diagnostic de ça. Et puis enfin, si votre pratiquant il est sous traitement anticoagulant ou sous aspirine, je vous conseille d'appeler le 15. Parce que quand on cogne fort la tête, sous anticoagulant, on peut faire un petit hématome au niveau du cerveau, qui, dans la plupart des cas, se termine bien. Et nous, dans mon service, on en a régulièrement des traumatismes crâniens sous aspirine ou sous anticoagulant. Même si on a un hématome intracérébral, souvent qui est hémisphérique, qui est sur le côté, eh ben, les choses évoluent plutôt bien. On les garde, nous, on leur refait un scanner à 48 heures après, ça évolue bien et les gens rentrent chez eux. Mais il ne faut quand même pas trop jouer. Et donc, si votre pratiquant est sous anticoagulant, il faut mieux appeler le 15 pour potentiellement le faire examiner par un médecin. Ça, c'est un cas qui a eu lieu dans mon club également. Vous allez dire qu'on est il y a beaucoup de cases dans le club, mais je vous parle dans ce club, j'y suis depuis maintenant bientôt 20 ans. C'est un de nos pratiquants il y avait un peu de monde sur le tapis, et puis il y a un autre pratiquant d'en face qui est un gars, un solide physiquement, qui a fait une magnifique chute avant sur côté Gaïchi, une chute plaquée.
sauf que son talon a rencontré le front à pleine vitesse de notre pratiquant Olivier, troisième Q à l'époque. Donc ça a fait un gros croc, entre croc et poc, dans le dojo, tout le monde l'a entendu, avec un saignement de nez immédiat. Et vous voyez que sur le scanner ici, le scanner 3 dimensions que j'ai filmé moi dans l'hôpital, vous voyez que ici, là, c'est la trace du talon du pratiquant d'en face. Normalement, il n'y a pas ça. Normalement, c'est comme ça, hein. Donc, c'était complètement enfoncé avec des esquilles osseuses jusque dans le cerveau, fracture du sinus frontal, etc. Donc, vous voyez quand même, alors ça c'est bien terminé pour Olivier, heureusement, il a quand même quelques séquelles olfactives et gustatives, il faut quand même le noter. Au passage, on a intérêt à être carré sur les règles et sur la sécurité sur le tatami. Et là, je vous garantis que dans ces moments-là, vous vous dites que là, j'espère que tout le monde est en règle, que tout le monde a une licence et que tout est respecté parce que les assurances vous tombent dessus et ça peut chauffer pour le président. En tout cas, vous voyez qu'on peut avoir des cas un peu graves quand même, comme celui-ci, sur nos tapis. Donc là, en l'occurrence, c'est appel du 15 tout de suite, hein, des pompiers qui l'ont emmené aux urgences, scanner, etc. En bref, c'est difficile de faire un résumé parce que je vous ai dit beaucoup de choses, hein. C'était un petit peu le catalogue, mais on est un petit peu obligé. Un arrêt cardiaque, on alerte, en masse, défibrillateur, ça va se faire en même temps parce que généralement on est nombreux, en masse, en masse, en masse, en masse. Si vous êtes tout seul, parce que là on parle de tatami, mais si vous êtes tout seul avec un de vos potes en train de vous balader en pleine forêt, et ben là vous allez vous débrouiller et vous allez prendre votre portable et vous allez mettre sur haut-parleur et vous allez masser tout ce que vous pouvez. Après on fait comme un peu, comme on peut. Le plus important, c'est masser tout de suite et alerter au plus vite. Et le DAE, quand on en a un, c'est bien de le mettre. Et il faut se former pour ça. Ne serait-ce que pour démystifier le truc et que le jour où ça vous arrive, eh ben, vous êtes réactif. Yulika, ici présente, a eu dans un de ses stages de ligue dans les Hauts-de-France un arrêt cardiaque il y a maintenant quelques mois. Et l'équipe présente a parfaitement réagi et le gars est sorti vivant de l'hôpital et sans séquelles. Donc c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Au passage, un DAE, ça implique une signalisation, un entretien et une déclaration. Un AVC, il faut savoir identifier assez rapidement. Une crise d'épilepsie, c'est pas grave. D'accord? Et puis un essoufflement inhabituel, une douleur thoracique, une douleur abdominale très aiguë, un malaise un peu foireux, un trauma crânien sous anticoagulant, etc. On arrête la pratique, on le pose à côté, on ne touche plus, on appelle le SAMU, la régulation, et on demande conseil. Et puis on ne laisse pas un type sans surveillance. Un peu de pub, le stage chanté à Loudéac, c'est en Bretagne. Alors en haut à droite, j'ai mis une photo assez flatteuse de la Bretagne. Vous voyez, il y a beaucoup de bleu, il n'y a pas beaucoup de gris. Et puis à côté, c'était le stage qu'on a fait, le stage santé qu'on a fait à Tarbes l'année dernière. Et dans le stage santé, systématiquement, on fait l'atelier massage cardiaque. Comme vous voyez à gauche, notamment, vous voyez Sandrine Beauseigneur, qui est notre CEN, qui nous accompagne là sur le stage santé depuis 2 ans maintenant. Merci à vous. Donc, on a quelques questions. Je vais commencer par les questions de Roland, parce que c'est lui qui a posé en premier. Alors, la première, connaissez-vous les calendriers et modalités d'inscription au PSC1? Bah, je ne peux que te conseiller de faire une recherche sur Internet. Tu vas tomber sur le site de la sécurité civile, des pompiers ou de l'UFOLEP, et tu auras des formulaires d'inscription avec des dates. Ensuite, merci. il y a deux questions que je vais agréger, puisqu'en fait, ça porte un peu sur le même type de problématique. Donc, c'est que ce soit pour les AVC ou pour les infarctus du myocarde, est-ce que les signes ou symptômes sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes? Oui, exactement les mêmes. Il n'y a pas de différence par rapport à ça.
les hommes et les femmes, on est égaux face à tout ça. Il n'y a pas de différence sur toutes les pathologies que je viens de vous dire. La seule chose qu'on peut peut-être dire sur les risques d'embolie pulmonaire, ils sont majorés chez les femmes qui ont des facteurs de risque ou de tabagisme, ou de surpoids, ou de prise de pilules. Sinon, pas de différence. Merci. Question de Yulika. Quels sont les gestes à mettre en œuvre pour les AVC qu'on aurait éventuellement détectés? Alors, il n'y a rien à mettre en œuvre comme manœuvre, entre guillemets. Si un AVC touche un de vos pratiquants, vous le laissez allongé au sol, vous appelez les secours, parce que ou bien l'AVC ne va pas s'aggraver et tout va bien se passer, ou votre patient, il va, comme on dit, s'enfoncer, c'est-à-dire qu'il va devenir inconscient, et là, vous pouvez quand même le mettre en PLS pour simplement qu'il n'inhale pas. S'il vomit, qu'il n'inhale pas. Donc, à part le PLS du patient inconscient sans traumatisme, il n'y a rien à faire. Et l'idée, c'est de réguler, c'est la régulation qui a tout le boulot. Il va falloir réguler au mieux, au plus vite, faire le diagnostic le plus précocement possible, contacter les neurologues tout de suite et emmener sur une unité neurovasculaire pour le prendre en charge immédiatement et qu'il ait une IRM tout de suite. En fait, c'est comme ça la filière. Mais vous n'avez rien à faire à part rester à côté de lui, le rassurer s'il est conscient et puis le mettre en PLS si vous voyez qu'il devient inconscient. Ok. Deuxième question de Yulika. Est-ce grave de masser une personne qui n'aurait pas fait un arrêt cardiaque? Non, c'est pas grave. Même si vous lui pétez des côtes, parce que souvent on pète des côtes. Plus le pratiquant est âgé, enfin le patient est âgé, plus le risque c'est de casser des côtes. C'est pas grave de masser quelqu'un qui n'est pas en arrêt cardiaque. Mais encore une fois, il respire hein, s'il n'est pas en arrêt cardiaque. Donc généralement on le voit quand même. Ok. Et on a une question de Jean-Pierre. Que faut-il avoir dans une pharmacie au club? Alors, pour ce qui est de notre ligue, il y a déjà quelques années, Mathias avait fourni une liste de ce qu'il était nécessaire d'avoir dans une pharmacie de type qui est disponible en téléchargement sur le site de la ligue dans la rubrique documents. Voilà, rien de plus à dire. Comme médicament, pas grand-chose hein, d'urgent. Euh, Bon, les choses classiques, le Doliprane, des choses comme ça, mais ça, c'est pas bien grave. Bon, il faut surtout avoir tout ce qui est pansement. Un peu de pub pour une marque, la Coeban. Coeban, c'est vachement bien. C'est des alors là, on sort des situations d'urgence, hein, évidemment, mais Coeban, c'est des bandes qui ressemblent à des élastomlastes. Sauf que l'élastoplaste, c'est un truc qui colle à fond. Et quand on vous enlève l'élastoplaste sur les poils, chacun a déjà savouré ce petit moment de plaisir. Le cohéban, c'est une bande qui ressemble de loin à ça, sauf que c'est une bande qui ne colle pas sur votre peau, mais qui colle sur elle-même. C'est-à-dire que si vous avez une blessure au niveau de la main, par exemple, les classiques, hein, un coup d'ongle, on a tous connu ça par exemple, au niveau du pied, et ben vous mettez une compresse dessus, vous mettez votre cohéban, vous faites le tour comme ça tient tout seul, ça se moule presque comme de la pâte à modeler en plus derrière, et ça tient comme un gantelet, en fait, c'est parfait. Après, effectivement, il y a une petite liste sur le site de la Ligue Centre pour ceux qui veulent avoir une pharmacie complète. Et question de Jean-Claude. Quels sont les symptômes extérieurs d'une activité physique trop intense lors de fortes chaleurs et comment réagir? Alors ça, c'est un vaste débat parce que ça touche le sujet de la pause en cours, de quand est-ce qu'on s'arrête pour boire, etc. Euh, Quand vos patients sont écarlates, en sueur et commencent à plus suivre le rythme, c'est là qu'il faut faire une pause et c'est là qu'il faut aller boire. Pourquoi? Parce que le risque de blessure augmente assez largement avec un patient fatigué et un peu à bout. Donc c'est essentiellement ça, hein, c'est ce que vous voyez, c'est ce que on voit tous quand on est sur le tapis, quand on est tout rouge en sueur et que les gens ne peuvent plus, peut-être qu'il faut un petit peu arrêter. Après, si votre patient il devient un peu blanc plutôt que rouge avec des sueurs, là, il faut vraiment arrêter, parce que là, ça veut dire qu'on va aller vraiment trop loin. Mais il n'y a pas de symptômes particuliers. On est tous tachycardes. Si on prend notre pouls, on est tous à 140, 150 après un randori
ou après une séance de Kokunage un peu poussée, il n'y a pas de symptômes autres que ça. Ok. Et Vianney qui demande si on pourra avoir le support de présentation. Alors déjà, la conférence a été enregistrée, donc on mettra à disposition l'enregistrement et je pense que le support, il n'y a pas de problème non plus pour le mettre à disposition. Aucun problème. Mais vous pouvez le mettre sur le site de la. Moi, je peux fournir le support seul, et puis donc ça sera sur le site YouTube, enfin sur le site sur Facebook de 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 la la Ligue Ligue. ou YouTube, Ouais. enfin bon, on verra où est-ce qu'on le met, mais oui, oui, ça sera mis à Ouais. disposition. Pas de souci. Bien, moi, c'est toutes les questions que j'avais, sauf si j'en ai loupé. Est-ce que les questions orales? C'est bon? Eh ben, c'est parfait. Alors, attends, doit-on s'informer à l'inscription? Ah, je vois pas tout. Ah, de la Si tu veux, je te la fais pathologie à chronique, l'oral. Des Ah fois. oui. hypertension, diabète. Est-ce qu'on a le droit déjà? Est-ce qu'on a le droit? Non, Non? non, normalement, enfin, on n'a pas le droit. Non, on n'est pas censé demander, ça c'est du secret médical. On n'est pas Voilà, c'est censé tout ça. exiger, en fait. Après, après, je vous le conseille quand même. Je vous conseille de, quand vous connaissez un peu vos pratiquants, de dire au fait, ça va la santé. Enfin, puis généralement, les gens en parlent, hein. Moi, je sais dans mon club qui a quoi, grosso modo. Pas que parce que je suis médecin. Vous n'avez pas le droit de demander les pathologies de vos pratiquants, tout comme le formulaire là de le questionnaire qu'on remplit en début d'année, là, 2 années sur 3 pour la licence. Ce questionnaire qui est simplement des questions oui/non qui sont toutes bêtes. Eh ben, on n'a pas à demander ce questionnaire à nos pratiquants. Ils le gardent et ils cochent juste sur votre fiche d'inscription qu'ils ont coché non à toutes les cases. Donc non, normalement, on n'est pas censé demander les pathologies de nos pratiquants. Voilà, les amis. Bah, en tout Vous cas, êtes merci C'est Mathias. bon? Ouais, super. Parce qu'a priori, j'ai plus de questions, donc tout le monde te Bah, dit super. merci, hein. Eh ben, Ouais, merci merci à beaucoup. vous d'être venu. Super. Merci Bonjour beaucoup. Yulika, de loin. Su- Super, Mathias, super. Bonjour Bien. Mathias, merci Merci beaucoup, beaucoup. Ouais, c'était très super. intéressant. Eh ben, merci à vous, il n'y a pas de problème. Merci Et puis, beaucoup. bah, je vous dis à bientôt pour une petite séance. Comment? Ah non, c'est bon. Au revoir tout le monde. Au Au revoir. revoir, Ok, au au revoir. revoir. Merci Merci beaucoup. beaucoup. De rien. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir.